Vous regardez votre haie de tuya et vous voyez du jaune, du brun, des branches qui semblent sortir. Vous pensez immédiatement au gel, n'est-ce pas? Et si je vous disais que le coupable n'est pas le froid, mais le soleil? Oui, ce soleil d'hiver si pâle et si bienvenu est en réalité un assassin silencieux pour vos conifères. Dans cette vidéo, nous allons révéler pourquoi vos tuyas brûlent littéralement sur pied à la fin de l'hiver, et comment une simple erreur, que presque tout le monde commet, peut coûter la vie à votre haie. Restez avec nous, car les solutions sont parfois étonnamment simples, et vous pourriez bien sauver vos plantes dès aujourd'hui. Pour bien comprendre le problème, il faut se mettre à la place de la plante. Imaginez, nous sommes en février ou en mars, les jours rallongent, le soleil gagne en intensité. Pour le feuillage de votre tuya, c'est le signal que le printemps arrive. Il se réveille doucement et, sous l'effet de la lumière et d'une chaleur relative, il se met à faire de la photosynthèse. Ce processus, c'est le moteur de la plante, mais il consomme de l'eau, beaucoup d'eau, qui est libérée par les feuilles sous forme de vapeur. C'est ce qu'on appelle la transpiration. En été, pas de problème, les racines puisent l'eau dans le sol pour compenser cette perte. Mais en hiver, et c'est là tout le drame, le sol est souvent gelé en profondeur. Les racines sont prises dans la glace, incapables d'absorber la moindre goutte d'eau. La plante se déshydrate donc de l'intérieur, c'est une brûlure par dessèchement, un véritable coup de soif fatal. Le grand paradoxe du jardinier, c'est de découvrir que le soleil d'hiver peut être bien plus destructeur que le soleil d'été. En plein mois d'août, sous un soleil de plomb, votre tuya transpire abondamment, mais il peut compenser en buvant tout autant grâce à ses racines actives dans un sol chaud et, idéalement, humide. Le système fonctionne. Mais en fin d'hiver, la situation est totalement inversée. L'intensité des rayons du soleil, surtout lorsqu'ils sont réfléchis par la neige, peut être très forte sur le feuillage. Celui-ci se réchauffe et entame son processus de transpiration. Sauf que les racines, elles, sont toujours en mode hibernation, prisonnières d'un sol gelé. C'est comme si on vous demandait de courir un marathon dans le désert sans vous donner de bouteille d'eau. L'épuisement et la déshydratation sont inévitables. Ce déséquilibre physiologique est la cause première de ce qu'on appelle la brûlure hivernale des conifères, un phénomène sournois qui ne se manifeste souvent que plusieurs semaines plus tard, quand les dégâts sont déjà considérables. Plongeons un peu plus dans la science de ce phénomène. Le processus physiologique est fascinant et terrible à la fois. Quand les rayons du soleil frappent les aiguilles ou les écailles du tuya, les cellules végétales, appelées chloroplastes, s'activent. Elles commencent à produire de l'énergie. Pour ce faire, elles ont besoin de dioxyde de carbone, de lumière et d'eau. Or, si l'eau n'arrive pas depuis les racines, la plante se retrouve dans une situation critique. Les stomates, qui sont de minuscules pores sur le feuillage servant à la respiration de la plante, se ferment pour tenter de limiter la perte d'eau. Mais cette fermeture a un effet pervers. Elle empêche aussi l'absorption de dioxyde de carbone. Sans ce dernier, l'énergie lumineuse captée par les chloroplastes n'est plus utilisée pour la photosynthèse et devient destructrice, endommageant les cellules de l'intérieur. C'est un véritable court-circuit interne. Le feuillage ne gèle pas, il grille, il se consume de l'intérieur par un excès d'énergie qu'il ne peut pas utiliser, tout en se vidant de sa précieuse eau. Le terme exact pour décrire cette agression est le taux dessèchement physiologique. C'est un concept clé. Il ne s'agit pas d'un manque d'eau dans l'environnement, car le sol peut être saturé d'humidité sous forme de glace ou de neige. Il s'agit d'une incapacité pour la plante d'accéder à cette eau. Le vent joue également un rôle aggravant majeur. Un vent froid et sec qui souffle sur le feuillage accélère de manière exponentielle le processus de transpiration, aspirant littéralement l'humidité des feuilles. C'est l'effet sèche-cheveux. Une journée ensoleillée, avec un peu de vent et un sol gelé, est le cocktail parfait pour détruire une haie de tuya. Les cellules des rameaux les plus exposés perdent leur turgescence, c'est-à-dire leur pression interne en eau, et finissent par mourir. Imaginez un raisin qui se transforme en raisin sec. C'est exactement ce qui arrive à chaque petite écaille de votre tuya. La plante se momifie sur pied,
branche par branche, en commençant par les plus exposés au soleil et au vent. Alors, quand faut-il être le plus vigilant? La période la plus critique s'étend généralement de la mi-février à la fin mars, voire début avril dans certaines régions. C'est à ce moment que les conditions sont les plus dangereuses. Pourquoi? Parce que l'angle du soleil dans le ciel est déjà plus haut. Ses rayons sont plus puissants et les journées sont plus longues qu'en décembre ou janvier. Cependant, les nuits restent souvent très froides, et le sol n'a pas encore eu le temps de dégeler en profondeur. C'est ce contraste violent entre la température de l'air durant la journée, qui peut être positive au soleil, et la température du sol, qui reste négative, qui crée le piège. Le jardinier, voyant le beau temps, se réjouit de l'arrivée du printemps et baisse sa garde, alors que c'est précisément le moment où ces conifères sont le plus en danger. Il est donc essentiel de surveiller attentivement la météo durant cette période charnière et d'agir préventivement, car une fois les symptômes visibles, il est souvent trop tard pour les parties atteintes. Toutes les plantes ne sont pas égales face à ce danger. Quels sont les sujets les plus vulnérables? En premier lieu, les jeunes plantations. Un thuya planté à l'automne, ou même au cours de l'année précédente, n'a pas encore développé un système racinaire profond et étendu. Ses racines sont encore superficielles et donc plus exposées au gel. Il est beaucoup plus sensible à la sécheresse hivernale. Ensuite, les plantes les plus exposées sont évidemment les plus à risque. Celles qui sont situées en plein soleil, particulièrement sur les faces sud et sud-ouest, reçoivent le maximum d'insolation l'après-midi. Celles qui sont exposées au vent dominant sont aussi en première ligne. Les haies, qui servent de brise-vent, sont paradoxalement les premières victimes de ce phénomène. Enfin, certaines variétés de conifères sont plus sensibles que d'autres. Les thuyas, les faux cyprès de l'Aussonne et certaines variétés d'épicéas sont notoirement connus pour leur sensibilité à la brûlure hivernale. Un jardinier averti doit donc porter une attention toute particulière à ces sujets fragiles. Passons maintenant à la phase de diagnostic. Comment reconnaître les premiers signes avant que la catastrophe ne soit totale? Le premier symptôme est un changement de couleur subtil. Le vert éclatant de votre thuya va commencer à perdre de son intensité. Il va virer progressivement vers une teinte bronze puis jaune, et enfin, un brun sec et sans vie. Ce changement de couleur n'est pas uniforme. Il ne touche pas toute la plante d'un coup. Il faut être un bon observateur. La décoloration commence généralement sur l'extrémité des rameaux les plus jeunes, les plus tendres. C'est un signe précoce qu'il ne faut absolument pas ignorer. Si vous intervenez à ce stade, en arrosant massivement lors d'un dégel par exemple, vous avez encore une chance de limiter les dégâts. Si vous attendez que toute une branche soit brune, c'est que les tissus de cette branche sont déjà morts et ne pourront pas être récupérés. L'observation régulière de vos plantes en hiver est donc la première ligne de défense. Pour affiner votre diagnostic, regardez attentivement où les symptômes apparaissent. La localisation des dégâts est un indice très révélateur. Dans 99% des cas de brûlure solaire, les dommages sont concentrés sur un côté de la plante, la face sud ou sud-ouest. C'est le côté qui reçoit le soleil le plus chaud de l'après-midi, au moment où la différence de température entre l'air et le sol gelé est le maximal. Vous pouvez avoir un thuya parfaitement vert du côté nord et complètement grillé du côté sud. C'est une signature presque infaillible. Si les dégâts étaient dus à un froid extrême, ils seraient répartis de manière plus homogène sur l'ensemble de la plante, où toucheraient en priorité les pointes les plus hautes et les plus exposées au vent glacial, sans distinction d'orientation. Si vous observez cette répartition très localisée des symptômes, ne cherchez plus. Le coupable est bien le soleil et son complice, le sol gelé. C'est une information cruciale car elle va guider vos actions de protection. Il est important de ne pas confondre la brûlure solaire avec les dommages causés par le gel intense ou par le sel de déneigement. Le gel intense va provoquer un brunissement plus généralisé et souvent plus rapide. Les tissus de la plante éclatent littéralement sous l'effet du gel. Le sel de déneigement, quant à lui, provoque des symptômes similaires de dessèchement, mais il affecte généralement la base des plantes,
les parties les plus proches de la route ou de l'allée où le sel a été répandu. Les projections de sel par les véhicules peuvent aussi atteindre le feuillage et le brûler chimiquement. La brûlure solaire, elle, est vraiment liée à l'orientation. Une autre confusion possible est la décoloration hivernale naturelle de certains conifères, comme le thuya Brandon, qui prend une teinte bronze en hiver pour se protéger du froid. C'est un phénomène normal et la plante retrouve sa couleur verte au printemps. La différence, c'est que cette coloration est uniforme et que les rameaux restent souples, alors que dans le cas d'une brûlure, ils deviennent secs et cassants. Si vous avez un doute, il existe un test simple et efficace, le test de l'ongle ou du grattage. Prenez un rameau qui vous semble atteint, un peu jauni ou brunâtre. Avec votre ongle ou la lame d'un petit couteau, grattez très délicatement la fine couche d'écorce. Si le tissu que vous découvrez juste en dessous est vert et humide, c'est un excellent signe. Cela signifie que la sève circule encore et que la branche est vivante. Elle a peut-être perdu ses aiguilles, mais elle a de bonnes chances de produire de nouveaux bourgeons au printemps. En revanche, si le tissu sous l'écorce est brun, sec ou cassant, la nouvelle est mauvaise, la branche est morte et ne pourra pas être sauvée. Ce test vous permet de faire un état des lieux précis de l'étendue des dégâts. Il vous aidera plus tard à décider où et quand tailler, en ne supprimant que ce qui est irrémédiablement perdu. Ne vous précipitez pas pour tout couper dès que vous voyez du brun, faites d'abord ce test simple. Que se passe-t-il si on ne fait rien? La progression des dommages peut être rapide et dévastatrice. Une branche qui commence à jaunir en février peut être complètement brune et morte en avril. Le processus, une fois enclenché sur une partie de la plante, est irréversible pour cette partie. Les cellules mortes ne ressusciteront pas. Si une large portion de la plante est touchée, notamment du côté le plus visible de votre haie, l'impact esthétique est désastreux. Vous vous retrouvez avec des trous marrons dans votre mur végétal. La plante, affaiblie, devient aussi plus vulnérable aux maladies et aux attaques de parasites, comme les araignées rouges ou les scolites qui aiment s'installer sur les sujets en état de stress. Dans les cas les plus graves, si le dessèchement a touché plus de la moitié de la plante ou si le tronc principal est atteint, le thuya peut mourir entièrement. Ignorer les premiers signes, c'est prendre le risque de devoir remplacer des plantes entières, ce qui est coûteux en temps et en argent, sans parler de la perte d'intimité si c'est une haie. Maintenant que nous avons bien compris le problème, passons aux solutions préventives. La première action, la plus importante et la plus efficace, est l'arrosage. Arroser ces conifères en hiver semble étrange, mais c'est absolument vital. Le but n'est pas d'arroser quand le sol est gelé, cela ne servirait à rien. Il faut profiter des périodes de redoux. Dès que la température de l'air passe au-dessus de 0 degré pendant 1 ou 2 jours et que le sol dégèle en surface, c'est le moment d'agir. Prenez votre tuyau d'arrosage et offrez une bonne douche au pied de vos tuyas. Il ne s'agit pas d'un arrosage superficiel. Il faut y aller généreusement pour que l'eau pénètre en profondeur et atteigne les racines. L'objectif est de créer une réserve d'eau disponible dans le sol que la plante pourra utiliser dès que le soleil la sollicitera. Faites cela 1 ou 2 fois par mois pendant les périodes de redoux entre décembre et mars. C'est la meilleure assurance vie que vous puissiez offrir à vos conifères. Ils vous remercieront au printemps. La deuxième arme préventive est le paillage. Le paillage, c'est le fait de couvrir le sol au pied de vos plantes avec une couche de matière organique. Vous pouvez utiliser des copeaux de bois, de l'écorce de pin, des feuilles mortes broyées ou même du compost bien décomposé. Cette couche de paillis, d'une épaisseur de 5 à 10 cm, va jouer plusieurs rôles bénéfiques. Premièrement, elle agit comme un isolant thermique. Elle va protéger les racines superficielles du gel profond et des variations brutales de température. Un sol paillé gèlera moins vite et moins profondément qu'un sol nu. Deuxièmement, le paillis limite l'évaporation de l'eau présente dans le sol, la gardant ainsi disponible plus longtemps pour la plante. En se décomposant lentement, il va aussi enrichir le sol en matière organique,
améliorant sa structure et sa fertilité. Installez ce paillis à l'automne après avoir bien nettoyé le sol au pied de vos tuyas. C'est un geste simple qui offre une protection durable et efficace tout au long de l'hiver. Pour les sujets les plus sensibles ou les plus exposés, une protection physique peut être nécessaire. La solution la plus courante est l'utilisation d'une toile de jute ou d'un voile d'hivernage. L'objectif n'est pas d'emballer la plante hermétiquement pour la protéger du froid. Au contraire, cela pourrait créer de la condensation et des maladies. Le but est de créer un écran solaire. Il faut installer la toile principalement sur les côtés sud et sud-ouest de la plante, ceux qui sont les plus exposés au soleil de l'après-midi. Vous pouvez planter quelques piquets autour de la plante et tendre la toile dessus en laissant un espace pour que l'air circule. Cela va filtrer les rayons du soleil et réduire l'intensité lumineuse qui atteint le feuillage, limitant ainsi la transpiration. C'est particulièrement recommandé pour les jeunes plantations durant leurs 2 ou 3 premiers hivers, le temps qu'elles s'établissent correctement. C'est un peu de travail à l'automne, mais cela peut vraiment faire la différence entre une plante qui survit et une plante qui prospère. Une autre stratégie de protection physique est de créer un brise-vent. Le vent, comme nous l'avons vu, est un facteur qui aggrave considérablement le dessèchement. Si vos tuyas sont plantés dans un couloir venteux, ils sont beaucoup plus à risque. Vous pouvez installer une barrière temporaire pour l'hiver. Cela peut être une simple clôture à neige, une palissade en canis ou même une autre rangée de plantes plus résistantes plantées en amont. L'idée est de casser la force du vent avant qu'il n'atteigne le feuillage de vos tuyas. Un brise-vent efficace peut réduire la vitesse du vent de plus de 50% et donc réduire d'autant la transpiration de la plante. Pensez à l'orientation des vents dominants dans votre région pour placer cet écran au bon endroit. Cette technique est particulièrement utile pour les haies isolées en plein champ ou les jardins très exposés. C'est une approche plus structurelle, mais qui apporte des bénéfices à long terme pour la santé de vos plantations. Il existe sur le marché des produits appelés pulvérisateurs antidessicants. Ce sont des produits à base de polymère ou de cire que l'on pulvérise sur le feuillage à l'automne. Ils forment une fine pellicule transparente et flexible sur les aiguilles, qui a pour but de réduire la perte d'eau par transpiration. Leur efficacité est parfois débattue, mais de nombreux professionnels les utilisent, notamment sur des conifères de grande valeur ou fraîchement transplantés. Pour que ce soit efficace, il faut appliquer le produit à l'automne, avant les grands froids, par une journée sans pluie et avec des températures positives pour que le produit puisse sécher et former son film protecteur. Il faut bien couvrir l'ensemble du feuillage. L'effet dure généralement de 2 à 3 mois. Il peut donc être nécessaire de refaire une application au cœur de l'hiver lors d'une période de redoux. C'est une option à considérer pour les cas les plus difficiles ou pour mettre toutes les chances de son côté en complément des autres méthodes comme l'arrosage et le paillage. Malgré toutes vos précautions, des dégâts sont apparus. Que faire? La première règle d'or est la patience. Ne vous précipitez pas sur votre sécateur dès le mois de mars en voyant des branches brunes. C'est la pire chose à faire. Pourquoi? Parce que certaines branches qui semblent mortes peuvent encore avoir des bourgeons latents qui ne demandent qu'à se réveiller. De plus, les parties encore saines de la plante sont toujours en état de choc et une taille trop précoce pourrait l'affaiblir davantage. Attendez que le printemps soit bien installé, généralement vers la fin mai ou même début juin. C'est à ce moment-là que vous verrez clairement ce qui est mort et ce qui repart. La nouvelle croissance verte sera bien visible et vous pourrez alors tailler juste au-dessus des nouveaux départs. Attendre permet à la plante de mobiliser toutes ses réserves pour produire de nouvelles pousses. Soyez patient. La nature a des capacités de récupération étonnantes, mais il ne faut pas la brusquer. Le moment de la taille est enfin arrivé. Vous avez attendu la fin du printemps et vous distinguez clairement les nouvelles pousses vertes des vieilles branches brunes et sèches. Le travail consiste maintenant à nettoyer la plante. Avec un sécateur bien aiguisé et désinfecté, coupez toutes les branches et les rameaux qui sont complètement morts. N'hésitez pas à utiliser le test de l'ongle si vous avez un doute. Taillez juste au-dessus d'une partie verte ou d'un bourgeon vivant.
Cette taille de nettoyage a plusieurs avantages. D'un point de vue esthétique, elle redonne une meilleure apparence à votre haie. D'un point de vue sanitaire, elle élimine le bois mort qui pourrait devenir un refuge pour les maladies et les insectes nuisibles. Enfin, en supprimant les parties mortes, vous encouragez la plante à rediriger son énergie vers la production de nouvelles pousses saines. Cela va stimuler la ramification et aider à combler les trous laissés par les branches endommagées. Après la taille, votre tuya aura besoin d'un petit coup de pouce pour se régénérer. C'est le moment de le nourrir, mais avec précaution. Évitez les engrais chimiques riches en azote qui favoriseraient une croissance rapide mais fragile. Privilégiez un apport de compost bien mûr ou un engrais organique à libération lente spécialement formulé pour les conifères. Étalez une fine couche au pied de la plante, sur le paillis existant ou directement sur le sol, puis griffez légèrement la surface pour l'incorporer. Cet apport va nourrir le sol et fournir à la plante les nutriments dont elle a besoin pour reconstruire son feuillage de manière saine et robuste. Un sol vivant et riche en matière organique est la base d'une plante en bonne santé, capable de mieux résister au stress futur, qu'il soit dû à la sécheresse, au gel ou aux maladies. Pensez à la santé du sol avant de penser à la santé de la plante. L'arrosage reste votre meilleur allié, même pendant la phase de récupération. Un tuya qui a subi un stress hydrique important en hiver a besoin d'un suivi attentif au printemps et en été. Le sol ne doit jamais se dessécher complètement. Assurez-vous de maintenir une humidité constante mais sans excès. Un bon arrosage par semaine en profondeur est souvent plus efficace que plusieurs petits arrosages de superficiels. L'eau doit atteindre la motte de racines en profondeur pour encourager le système racinaire à se développer. Un bon système racinaire est la clé de la résistance à la sécheresse. Vous pouvez vérifier l'humidité du sol en enfonçant votre doigt sur quelques centimètres. Si c'est sec, il est temps d'arroser. Un arrosage régulier et adéquat durant toute la saison de croissance aidera votre tuya à produire un nouveau feuillage dense et à reconstituer ses réserves pour affronter le prochain hiver dans de meilleures conditions. Enfin, si vous devez planter de nouveaux tuyas ou d'autres conifères, tirez les leçons de ces expériences. La meilleure stratégie à long terme est de choisir le bon emplacement dès le départ. Évitez de planter des espèces sensibles dans des zones très exposées au soleil de l'après-midi et au vent d'hiver. Si vous n'avez pas le choix, prévoyez dès la plantation des mesures de protection pour les premiers hivers. Améliorez le sol avec beaucoup de compost pour favoriser un bon enracinement et une bonne rétention d'eau. Assurez-vous que la plante est bien irriguée avant les premières gelées automnales. Mieux vaut prévenir que guérir. Un peu de réflexion au moment de la plantation vous évitera beaucoup de travail et de déception par la suite. Un bon départ dans la vie est la meilleure garantie pour avoir des plantes fortes, résilientes et magnifiques pour de nombreuses années. Voilà, le mystère des tuyas qui brunissent en hiver est résolu. Le coupable n'est donc pas le froid glacial, mais bien ce paradoxe d'un soleil ardent sur un sol gelé, qui provoque une terrible déshydratation. Le point le plus crucial à retenir, c'est que la bataille se gagne avec un arrosoir, même en plein hiver. Un arrosage profond pendant les périodes de dégel est votre meilleure arme. Ajoutez à cela une bonne couche de paillis pour isoler les racines, et pour les cas extrêmes, un écran de toile de jute, et vous donnerez à vos conifères toutes les chances de passer l'hiver sans encombre. Et si le mal est fait, souvenez-vous, la patience est votre meilleur ami. N'utilisez le sécateur qu'à la fin du printemps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains conseils de jardinage. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà été victime de ce phénomène de brûlure hivernale sur vos conifères? Partagez votre expérience et vos astuces dans les commentaires ci-dessous.